C'est à toi. C'est bon? Merci beaucoup, Ok. Thibaut. Merci de ta venue depuis l'Angleterre. Nos chers Anglais. Merci. Pas de souci. Écoutez, bonjour à tous. Je vais essayer de vous présenter assez succinctement ce qu'on fait avec le 15 de France depuis 3 ans. Je vais commencer par la vision globale de la performance du 15 de France, pour un petit peu remettre dans le contexte ce qui se passe depuis quelques années et ce qu'on a voulu apporter et changer. Donc, comme vous le voyez, on a 3 cercles vertueux. La culture, la performance physiologique et athlétique, et les performances rugby. Et comme vous le voyez sur la diapo, les 3 cercles sont interactifs. On a énormément travaillé dans le passé avec l'activité rugby et la préparation athlétique de l'autre côté, en silo. On a voulu vraiment remettre les deux ensemble et pouvoir évoluer sur des performances qui soient complètement liées. Et encore une fois, la troisième roue, qui est la culture, fait partie intégrante de la vision globale performance du 15 de France. Sans elle, on ne pourrait pas mettre en place ce qu'on essaie de mettre en place depuis quelques années. Donc, évidemment, sur les performances physiologiques et athlétiques, c'est un euphémisme, mais évidemment qu'on essaie d'être l'équipe la plus en forme du monde. Donc, la capacité à répéter des intensités élevées et des efforts puissants pendant 80 minutes, soutenir des séquences de jeu très exigeantes en constante évolution, dû aux facteurs de performance changeants du rugby international. Évidemment que le modèle de performance est en constante évolution depuis 3 ans, parce que les facteurs de performance changent, l'arbitrage change, le projet de jeu change, les équipes évoluent en face de nous, les jeux changent largement, les séquences, vous le verrez un petit peu plus tard, les séquences de jeu évoluent aussi depuis 3 ans, et on sait que le modèle de performance aujourd'hui en 2022 sera encore évolutif jusqu'à la Coupe du Monde 2023. Donc il est clair que la performance du 15 de France et la vision globale doit être en constante évolution, sans par contre oublier ce qu'on a fait avant, mais avec des objectifs qui sont différents à chaque tournée, à chaque tournoi, et qui sera encore une fois changeant jusqu'à la Coupe du Monde 2023. Donc évidemment, exécuter des skills et tactiques sous une fatigue extrême, et être capable de récupérer plus vite que l'opposition. Sur la culture, donc définir des normes d'excellence sur et hors du terrain, mettre en concurrence les joueurs sur des défis quotidiens, trouver un moyen de gagner tous les jours, avoir des joueurs qui soient honnêtes, unis, l'abnégation, des efforts à 100% du temps, et de pouvoir installer des standards de performance très hauts, individuels et collectifs. La discipline est très importante aussi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une attention aux détails très importante, et puis surtout être respectueux de la sélection, ce qui ne pouvait pas être le cas à certains moments, et de l'opportunité, les compétitions et le jeu. Donc pour la culture, ça c'est très important pour nous. Après, au niveau de la performance rugby, les critères de succès, donc technico-tactique, ça a été évoqué sur les présentations d'avant. Pour nous, c'est très important. Donc évidemment, les critères de succès physique et psychologique. Et nous, entraîneurs, et encore une fois, c'est là où la compréhension entre les entraîneurs rugby et les préparateurs physiques et la performance sont très importants. On nous demande de comprendre le projet de jeu, mais aussi il faut que les entraîneurs puissent comprendre aussi la performance qui peut être transférée à l'intérieur du projet de jeu. Donc il y a un travail éducationnel avec les entraîneurs et avec les préparateurs physiques pour que chacun puisse comprendre et puisse s'impliquer dans le projet pour pouvoir mettre en place ce qui est demandé et imbriqué entre ces 3 cercles, la culture, la performance physiologique et athlétique et le rugby. Donc les conditions nécessaires pour la haute performance pour nous, donc évidemment un suivi et une analyse scientifique, une planification précise, être capable de manipuler aussi le processus d'entraînement, parce que dans le rugby, contrairement à d'autres sports individuels, la manipulation du processus d'entraînement est très importante, surtout sur la programmation, la périodisation, être capable de pouvoir s'adapter, de pouvoir changer et d'avoir 3, 4, 5 différentes programmations et de pouvoir s'adapter suivant les facteurs de performance.
Donc la nutrition et récupération, la nutrition, on en a parlé aussi dans les présentations avant celle-ci. On est sur une nutrition qui est basée essentiellement sur la performance, où la nutrition est en adaptation sur les stimuli demandés chaque jour. Si l'objectif est un stimuli neuromusculaire ou énergétique, évidemment la nutrition proposée sera différente suivant les jours d'entraînement, suivant les J+1, J+2, J+3, J+4 post-match. La nutrition est individuelle et collective et différente suivant la performance et pas forcément sur une nutrition qui est très individuelle par rapport à ce qu'on a pu faire dans le passé où la masse grasse et la masse musculaire étaient très importantes. On est sorti de ce schéma-là pour avoir une nutrition qui est vraiment adaptée sur les objectifs et les stimuli de la journée. Donc l'adaptation, évidemment, un gros travail d'adaptation des joueurs très spécifique. On est en sélection, donc les développements de qualité doivent être vraiment très spécifiques et pas généraux. Et on va en parler un petit peu plus tard. Donc la préparation spécifique et l'environnement et le mode de vie qui sont à cheval sur la performance physique, la culture et les performances rugby. Je vais passer. Donc, on a créé un modèle de performance. Donc, les facteurs de périodisation et de performance sont alignés, comme je l'ai expliqué un petit peu auparavant, sur l'objectif de performance individuelle et d'équipe. Le rugby et le développement des qualités physiques sont liés. On appelle ça l'effet de transfert. Donc, on développe vraiment ce qui compte. Donc, les qualités physiques développées sont en adéquation avec le projet de jeu établi par les entraîneurs du premier cercle, qui sont 7. En raison d'un effectif de trop haut niveau, la priorité est donnée à un développement élevé des qualités physiques spécifiques, transférables et uniquement mesurables sur le terrain. Et c'est ce que je viens de vous expliquer, ce qui compte vraiment. Ce qui est important pour nous en sélection, c'est de pouvoir développer des aspects physiologiques qui sont mesurables et qui comptent vraiment pour le projet de jeu. Et encore une fois, je vous ai expliqué, le projet de jeu évolue. Donc évidemment, le modèle de performance évolue, car le développement des qualités est amené à modifier suivant le projet de jeu proposé par les entraîneurs. Donc, tout le développement physiologique de terrain et toutes les surcharges de stimuli spécifiques sont intégrés dans les séances de rugby. La charge physiologique prédictive, parce qu'à l'heure actuelle, et je vais vous faire voir un petit peu après, on est sur de la prédiction. Donc, on prédit les datas physiologiques à l'intérieur des entraînements rugby pour ne pas avoir à travailler en silo et pour avoir une notion de volume réduit et de qualité augmentée. Donc, les objectifs sont établis par session, par jour, par semaine et par compétition. Donc, la périodisation d'entraînement est vraiment intégrée au maximum à l'intérieur de l'activité rugby. Donc, ces méthodologies permettent d'optimiser la charge, l'intensité et le volume, ce que je viens de vous expliquer, collectivement et individuellement. L'objectif pour nous, c'est d'avoir un volume moindre avec une qualité et une intensité très élevée. Et depuis 3 ans, on est capable maintenant de pouvoir atteindre des intensités et des qualités de stimuli transférables sur des volumes qui sont réduits pratiquement de moitié avec ce qu'on a fait depuis 3 ans. Donc le développement des qualités athlétiques en salle de musculation est ciblé sur les besoins physiques transférables aussi, spécifiques pour un plan de jeu précis et pertinent. Donc encore une fois, les qualités physio à l'intérieur du développement en silo, en salle de musculation, sont des développements qui sont uniquement axés sur un développement transférable sur les qualités des joueurs individuels et collectifs à l'intérieur du projet de jeu. La performance physique et la réduction du potentiel de blessure sont atteints grâce à une préparation optimale dans des périodes spécifiques prédéterminées. Donc, cette capacité à répéter les efforts intenses, ce que je vous ai expliqué un petit peu auparavant, cette capacité à récupérer plus vite pour des efforts intenses, pour nous, est majeure. Donc, dans la stratégie de planification d'entraînement, on a évidemment en sélection une population qui est différente d'un club. On a une population qui est très homogène parce qu'on choisit les joueurs. On suit à l'heure actuelle 84 joueurs. Ça nous permet de pouvoir cibler des joueurs et choisir ce qu'on a besoin comme joueur. Et contrairement en club où on a un effectif qui est un petit peu disparate, on a des jeunes joueurs, des joueurs plus vieux, où les qualités sont moins spécifiques pour certains, avec un développement plus général sur des jeunes joueurs et moins général sur des joueurs plus vieux. Nous, on n'a pas ce problème-là. On a une équipe qui est très jeune. On a 3 ans de moyenne d'âge. Et encore une fois, on a un vivier de joueurs qu'on suit de 84, ce qui nous permet de pouvoir aller cibler des joueurs pour certaines compétitions, certains matchs
suivant leur qualité et ce qu'ils peuvent apporter au projet de jeu. Donc, encore une fois, c'est une population de joueurs et sur un développement d'idées moindres ou différentes, voire pour certains sur un maintien de qualité physique. Donc, il y a deux raisons. La première, un besoin de développement de base. Jeunes joueurs ou joueurs ayant besoin d'un développement athlétique et structurel de base. Et puis, on a des joueurs où on a une protection de l'intégrité physique sur des faiblesses identifiées, donc sur des tissus, des tendons, des cartilages, sur l'âge du corps et intégrité athlétique. Alors, encore une fois, on a des joueurs qui sont aussi pas forcément très vieux, mais qui ont une intégrité physique déjà très entamée alors qu'ils ont 25-26 ans. Donc, évidemment, l'adaptation du développement de qualité est très important. Et c'est pour ça, encore une fois, que je tiens vraiment à souligner que ce que l'on veut développer sur la programmation d'entraînement et la périodisation, et encore une fois, c'est uniquement ce qui compte pour le projet de jeu et non pas des développements de qualité vraiment général, parce que ces joueurs-là, on ne peut pas les prendre parce qu'on n'a pas le temps. En sélection, on a très peu de semaines, contrairement au club. Donc, on est obligé d'aller dans le direct et de pouvoir faire les choses le plus simplement possible. Alors, attendez, je passe. Donc, la stratégie et performance de planif. Donc, les développements, pour finir, athlétique pour la préparation du 15 de France, a deux objectifs majeurs. Donc, vous avez bien compris que le développement physique individuel et collectif est transférable. Développement de rugby de l'équipe avec l'apport d'un plan de jeu évolutif mis en place pour un transfert des qualités athlétiques à ce dit projet de jeu. Donc, les deux objectifs sont égalitaires et évolutifs. La performance est au service du rugby. Et ça, c'est très important et je tiens à le souligner. Encore une fois, la performance n'est pas en silo. La performance est uniquement au service du rugby, donc s'adapte uniquement au rugby et au projet de jeu. Donc là, en conclusion, le développement athlétique et rugby ont un objectif commun pour toutes les compétitions internationales. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est majeur pour nous. Alors, ce qui est important pour nous aussi, c'est ce qu'on peut voir sur la diapo que je viens de mettre, c'est l'étude des séquences de matchs. Donc là, c'est la dernière étude de séquence de matchs du tournoi Destination 2022. Encore une fois, ça a énormément évolué depuis 3 ans. On se rend compte que le rugby a vraiment changé. On était il y a quelques années, il y a peut-être 5, 6, 7 ans, sur un sport énergétique. On est passé après sur un sport de vitesse et maintenant on est sur un sport d'accélération. Et on le voit sur les études de séquences de match. On a énormément de séquences, la majeure partie des séquences qui font moins d'1 minute, avec des ratios de repos qui sont plus importants. Et ça nous permet à nous de pouvoir, à chaque fois, sur chaque compétition, de pouvoir avoir ces études de séquences de match pour pouvoir, après nous, travailler sur notre prédictif et pouvoir intégrer le domaine physiologique à l'intérieur du projet de jeu. Si on prend les études de séquences de match de la dernière Coupe du Monde au Japon, on était sur des séquences qui étaient à 80% du temps, qui dépassaient 3 minutes, 3 minutes 30. Et on se rend compte que maintenant, depuis 3 ans, les séquences de jeu ont énormément réduit. Donc ça veut dire qu'on a énormément de vitesse, d'accélération. Les joueurs qui sont capables, avec le ballon et sans ballon, de déplacer à des vitesses plus importantes, avec énormément de distances d'accélération qui ont évolué. Et encore une fois, ça nous oblige, nous, d'avoir une préparation athlétique et une évolution dans notre application de performance sur le projet de jeu. Et encore une fois, on sait que les séquences de match vont encore réduire sur le temps jusqu'à la Coupe du Monde du 23, ce qui va nous obliger à encore avoir une évolution drastique sur nos stimuli et de pouvoir créer des joueurs qui soient capables de pouvoir être performants à l'intérieur de ces séquences courtes. Et l'aspect énergétique va de plus en plus disparaître dans les années qui vont arriver dans le rugby professionnel. Donc, on a créé aussi une philosophie globale sur la performance au service du rugby, ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant. Donc, on a des data rugby à résonance énergétique, des data rugby à résonance neuromusculaire, qui sont reliés et encore une fois transférables au projet de jeu et transférables à ce qui se passe sur le terrain. Donc là, je vous ai pris 1, 2, 3, 4, 5 indicateurs de performance qui sont importants pour nous. On en a à peu près 60. Je ne voulais pas vous présenter les 60. Je vous en ai pris 5. Donc, ces indicateurs de performance, donc ces KPIs qui nous apportent une évolution sur le travail de physique et physiologique. Donc, si on prend le ratio de plaquage, on appelle ça le clean break, c'est-à-dire quand le joueur passe la ligne d'avantage
et plaqué derrière la ligne d'avantage. Donc après, vous avez average meter per carry, donc c'est la moyenne de ballons portés par chaque joueur. Vous avez le miss tackle, c'est les plaquages manqués, et vous avez les pénalités concédées en dernier. Et on voit que chaque indicateur de performance rugby correspond à un développement de qualité physique très précise. Donc sur le ratio de plaquage, défensivement, on travaille énormément sur la mixité de régime de contraction, sur le taux de fatigue, donc l'endurance, la résistance au lactate avec variation d'intervalle. Sur le work rate, donc la capacité de pouvoir cumuler l'intensité courue et l'intensité combattue. Ça, c'est très important pour nous et on y reviendra plus tard. Sur les clean breaks, on sait qu'on a un gros travail de contact momentum. Donc, contact momentum, évidemment, c'est un gros travail d'application de force horizontale. On y viendra un petit peu plus tard. Je sais que M. Morin intervient après. Il y a énormément de progrès sur l'application de force horizontale. En sélection, on est pratiquement plus du tout sur un travail vertical. On est uniquement sur une application de force horizontale parce qu'on est un sport à mobilité. Et comme je vous ai expliqué juste avant, l'accélération à l'intérieur du rugby et du projet de jeu, pour nous, est majeure. Donc, ce travail d'horizontalité est vraiment prépondérant pour nous. On utilise une machine qui s'appelle le 1080, qui est très importante pour nous et qui nous permet de pouvoir tester les joueurs en séance et de pouvoir développer des qualités très spécifiques en séance et d'avoir toujours un stimuli précis avec une précision dans ce qu'on veut faire. Donc, je ne vais pas passer tous les indicateurs de performance, juste pour vous faire voir que chaque facteur de performance rugby correspond à des objectifs de stimuli, data physiologiques très précis et pertinents. La prochaine diapositive, c'est pour vous expliquer, voilà, donc ce domaine physiologique qui est transférable au rugby. Donc vous pouvez le voir, on prédit des entraînements. Donc là, on est sur un entraînement de ball in play, donc c'est-à-dire qu'on est sur un entraînement collectif où on va avoir 15 joueurs contre 15 et on va surcharger des stimuli qu'on peut avoir en match. On va surcharger des données seuil. Donc là, je vous ai pris quelques données seuil. Donc les données seuil de course à plus de 15 km/h, données seuil à plus de 21 km/h, le nombre d'accélérations à plus de 2,5 mètres par seconde et les distances d'accélération à plus de 2 mètres. On a le jeu sans ballon qui est très important pour nous, où on stimule et on prédit les replacements sans ballon du 5 de devant en attaque. Donc à partir du moment où les joueurs sont revenus sur leurs appuis et passent d'un ruck à l'autre, on prédit des vitesses et on demande à certains joueurs, notamment le 5 de devant, de pouvoir atteindre ces vitesses sur le jeu sans ballon. On a eu beaucoup de soucis au départ sur le jeu sans ballon en équipe de France, parce que pour beaucoup de joueurs, et la mentalité était que le jeu sans ballon était à un moment où les joueurs se reposaient pour avoir une fraîcheur physique et une explosivité et une accélération avec le jeu dès qu'ils portaient le ballon. Le problème, c'est que le 5 de devant, on a un ratio de pratiquement 70-30 de jeu sans ballon, c'est-à-dire qu'on a des joueurs qui, 70% du temps, n'ont pas le ballon et font le travail du jeu sans ballon, dans tout ce qui est chasse, escorte, replacement offensif, etc. etc. Et donc, on avait besoin d'avoir une priorité sur justement ce jeu sans ballon physiologique pour pouvoir être en avance sur la ligne d'avantage. Et après, on prédit aussi les vitesses max à l'intérieur du projet rugby. Et encore une fois, toutes ces données physiologiques doivent être trouvées à l'intérieur de l'entraînement pour ne pas pouvoir les développer à la fin de l'entraînement et de pouvoir les développer en transfert et non pas en silo. Encore une fois, on surcharge les séquences, on surcharge les données seuil que je viens de vous demander, enfin que je viens de vous faire voir, pardon, en rapport avec ce qu'on peut retrouver en match. On est par exemple sur le ball in play, donc là on a 21 minutes de ball in play. Le ball in play, c'est le jeu courant uniquement dans le rugby, donc on enlève tout ce qui est mêlée, maul, tout ce qui est touche, et uniquement quand le ballon est vivant sur le terrain. On surcharge à l'heure actuelle, on a à peu près, si vous l'avez vu sur la diapo d'avant, on est à peu près à 38-39 minutes de ball in play sur un match international. On essaye de surcharger ce ball in play pendant la semaine, à peu près entre 1.3 et 1.4 fois le ball in play du match à l'intérieur de notre semaine.
Donc là, on est sur une séance, comme vous pouvez le voir, où on prédit le métrage et on prédit à l'intérieur des séquences ce qu'on demande sur les données seuil. Et là, on a représenté 21 minutes de body play à l'intérieur de cet entraînement-là, avec des entraînements qui sont très courts. On ne dépasse pas les 40 minutes, comme vous pouvez le voir. Par contre, on a des intensités qui sont très élevées. Donc, les séquences sont prédites. On prédit la physio à l'intérieur des séquences. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec les data et le système live, on peut réguler à l'intérieur des entraînements ce qu'on touche, ce qu'on ne touche pas, si on est trop haut, si on est trop bas, si les joueurs collectivement, individuellement ne touchent pas les données seuil qu'on demande, on peut les réguler à l'intérieur de l'entraînement pour pouvoir être sûr de toucher à 100% ce qu'on a besoin de toucher à l'intérieur de l'entraînement, à l'intérieur des 40 minutes que je vous présente. On passe à la diapo d'après. Alors, il y a un souci. Hop. Voilà, alors si on prend les données de l'accélération, qui est quelque chose de majeur pour nous, donc les distances d'accélération à plus de 2 mètres par seconde, le nombre d'accélérations à 2 mètres et le nombre d'accélérations à plus de 2,5 mètres par seconde, on a choisi deux données seuil. Pourquoi? Parce qu'évidemment, tous les joueurs ne passent pas les accélérations à plus de 2,5 mètres par seconde, notamment le 5 de devant. Donc c'est vraiment 3 données qui sont majeures pour nous. Donc évidemment, j'ai présenter la définition que vous connaissez tous. L'accélération, on l'utilise pour représenter la modification de la vitesse en fonction du temps. Et la vitesse, c'est le rapport d'une distance par un temps. Donc ça, c'est des données pour nous qui sont majeures et très importantes pour pouvoir après prédire et pour pouvoir toucher des stimuli à l'intérieur du rugby. Et surtout sur le 5 de devant, où on avait une culture, où on avait beaucoup de travail de mêlée, travail de touche, avec très peu de déplacement et très peu d'accélération. On avait une disparité énorme avec ce qui se faisait sur le 5 de devant et sur les 3/4. Donc il a fallu qu'on trouve des solutions et qu'on propose des contenus aux joueurs pour pouvoir toucher ces stimuli à l'intérieur des entraînements. Donc c'est nous, entraîneurs et préparateurs physiques, qui en construisant les séances, les contenus, on construit des bibliothèques d'exercices et de contenus pour que les joueurs puissent trouver à l'intérieur de ces contenus les stimuli qui sont demandés dans le prédictif que je vous ai fait voir juste avant. Pardon. OK. Donc, pour nous, l'accélération max sur un joueur international, on a différencié avec, évidemment, comme vous le savez, la vitesse max. Pour nous, on a besoin de 7 mètres, donc 1,5 seconde pour toucher notre accélération optimum, donc à plus de 2 mètres par seconde. Et on a besoin de 35 mètres, 4,5 secondes pour toucher nos vitesses max. Alors évidemment, les vitesses max sont largement moins stimulées en match que les accélérations. Et je vais vous le faire voir un petit peu après avec des vidéos. Cette donnée de 7 mètres est très importante pour nous. C'est pour ça qu'on marque les terrains à l'entraînement avec des carrés de 2,5 mètres sur tout le terrain pour que les joueurs aient des repères sur le travail d'accélération et puissent avoir un stimuli à l'entraînement qui peut être répertorié en match. Mais chaque entraînement, on a ces carrés où les joueurs sont capables de pouvoir se repérer, de pouvoir avoir ces profondeurs, que ce soit défensivement ou offensivement, et ils savent que 2,5 mètres, les carrés font 2,5 mètres. Donc, à chaque fois, ils prennent cette profondeur pour atteindre ces 7 mètres et pour atteindre ces accélérations optimum sur le jeu sans ballon et sur le jeu avec ballon. Donc là, lors d'un match international, donc on a à peu près 62 accélérations à plus de 2 mètres par seconde par match international, 37 pour le 5 de devant, 56 pour les troisièmes lignes, 65 pour les demi et 87 pour derrière. Donc, c'est là où on demande énormément de profondeur aux joueurs. Et là, on va le voir sur la vidéo. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. Encore une fois, je vais passer. On voit une autre vidéo. Pareil, on se rend compte du travail d'accélération des joueurs. Je ne sais pas si vous voyez les vidéos ou pas.
Même chose ici sur la profondeur, 7 mètres. On essaie d'atteindre ces accélérations, là, notamment 3 mètres par seconde. Donc là, à chaque fois, elles sont notifiées par poste. C'est sur le jeu sans ballon. Donc défensivement, au travail d'accélération pour venir presser l'attaque et prendre la ligne d'avantage. Là, c'est sur tout ce qui est jeu sans ballon, chasse, escorte. Voilà, comme vous pouvez le constater, ce travail d'accélération, il est prépondérant sur chaque phase de jeu, que ce soit avec ballon, en attaque, sans ballon, offensivement, défensivement. Donc c'est vraiment une donnée qui est majeure pour nous à transférer à l'intérieur de notre rugby et notre projet de jeu. Je vais passer. Donc voilà, sur le bilan des accélérations, donc accélération 2,5 mètres par seconde atteinte en 5 mètres, départ arrêté. Accélération max 5 mètres atteinte 7,5 mètres et vitesse max atteinte en 35 mètres. Donc, nous, ce qui est important pour nous, c'est la répétition de l'accélération, donc les distances d'accélération et pas le nombre d'accélérations. Donc, le nombre d'accélérations et les distances d'accélération, c'est deux choses différentes. Et après, je vous expliquerai, on réduit tout à la minute et on peut avoir vraiment un schéma de match et d'entraînement où on peut voir les lacunes de chaque joueur et du collectif. Donc, ça nous permet d'avoir une meilleure adaptation au match et on peut l'intégrer dans le prédictif, ce que je vous ai fait voir auparavant. Donc, on cible les prédictions pour pouvoir les transférer à l'intérieur de l'entraînement et du projet de jeu. Après, évidemment, tout ce qu'on développe en silo, à l'intérieur, en salle, donc avec le GPS, le travail du 1080, le GymAware, ou vraiment sur des musculations très explosives et très spécifiques. Et on peut avoir un lien avec le travail de haute intensité et cette capacité à maintenir les distances d'accélération et les seuils de vitesse. Donc ça, pour nous, c'est vraiment quelque chose de très important et qui continue à se développer jusqu'à la Coupe du Monde 2023. Donc là, si on fait une comparaison de ce qu'on a pu faire en évolution, j'ai juste pris une comparaison entre la tournée de novembre 2021 et le tournoi qui vient de se passer 2022. Donc sur la première semaine de préparation, on a pris deux données seuil neuromusculaires, donc les distances à haute intensité à plus de 21 km/h et les distances d'accélération à plus de 2 mètres. Donc on se rend compte qu'on a eu vraiment des évolutions positives sur beaucoup de postes, notamment sur le 5 de devant. On a encore des postes où on est en dedans, où on ne progresse pas vraiment, et c'est l'objectif pour la tournée du Japon. Donc ces deux données à haute intensité, donc les distances à plus de 21 km/h et les distances d'accélération qui sont majeures pour nous, on essaye vraiment de progresser dessus et on essaye vraiment d'emmener les joueurs sur des développements optimums à l'intérieur des entraînements jusqu'à la Coupe du Monde 2023. Et là, encore une fois, on a énormément progressé depuis 3 ans. Et il y a certains postes comme les troisièmes lignes, les ailiers, les centres, où on a un peu plus de mal à progresser. Il faut qu'on évolue énormément. Pour vous faire voir un petit peu le transfert et l'évolution de l'amélioration des entraînements, donc la tournée de novembre 2021 et le tournoi destination en 2022, sur les vitesses max avant les premiers coups d'envoi à l'intérieur des entraînements, parce qu'encore une fois, on va chercher des vitesses max à l'intérieur des entraînements et pas en silo. Donc sur des coups d'envoi sur les joueurs de devant ou sur des coups de pied qu'on appelle chapeau, donc sur des chasses et des escortes sur des joueurs plus qui évoluent à l'arrière. Sur la tournée de novembre, on n'était pas capable de toucher nos vitesses max à l'intérieur de rugby. On était à 70% sur le total de l'équipe. On a vraiment progressé. On est passé à 85%. Donc tout le monde est capable, avant les premiers coups d'envoi et avant les premiers chapeaux, de pouvoir avoir déjà des vitesses très importantes qui nous permettent de pouvoir optimiser à l'intérieur des entraînements sur 2, 3, 4 fois des joueurs qui sont, et vous allez le voir après, sur des vitesses très élevées. L'objectif pour le Japon, évidemment, c'est de pouvoir, pour la tournée, de pouvoir avoir des joueurs qui soient capables sur la vitesse pré-entraînement, de pouvoir déjà toucher des vitesses à plus de 90%, et c'est l'objectif pour la tournée. On le voit aussi, encore une fois, à l'intérieur des coups d'envoi. Donc, on était en novembre à 90%. On a largement progressé, mais sur 93%. Mais ce qui est important surtout, c'est qu'on a progressé sur des joueurs qui évoluent derrière et qui n'étaient pas capables, à l'intérieur des entraînements, de toucher les stimuli demandés sur les vitesses max. Et là, on a fait un bond en avant. On se rend compte qu'on a progressé énormément. Évidemment, c'est pas
c'est pas une fin en soi. On a encore beaucoup de progrès à faire, mais on est sur une progression positive et c'est ce qui est important. Et encore une fois, chaque tournoi, on essaie d'aller chercher des stimuli encore plus importants et plus élevés, tout en réduisant ce volume pour pouvoir avoir une intensité, une qualité très importante dès le début de l'entraînement. Même chose ici sur les deuxièmes coups d'envoi. Donc là, on se rend compte qu'on a aussi progressé. On a des joueurs qui sont tous à plus de 90%. On aimerait, encore une fois, passer les 95% pour la tournée de cet été. Pour finir, je voudrais juste expliquer un petit peu les objectifs maintenant qui sont pour nous jusqu'à la Coupe du Monde. Donc, c'est l'évolution et l'amélioration de la haute intensité physiologique neuromusculaire courue, transférable en match, de ce qu'on a pu vivre pendant le tournoi. Donc là, on a cumulé tous les matchs. Donc, ce que je vous ai expliqué juste un petit peu avant sur les données de distance d'accélération à plus de 2 mètres, de distance à plus de 90% et des distances à 21 km/h. Et vous avez sur la droite le player load slow par minute, qui est une donnée qu'on utilise pour les données de combat. Donc, encore une fois, le rugby, que ça soit en fédéral au plus bas niveau ou que ça soit au plus haut niveau, c'est cette combinaison entre l'intensité courue et l'intensité combattue. Auparavant, on avait beaucoup de joueurs qui étaient très bons dans l'intensité combattue, mais pas du tout dans la haute intensité courue, ou des joueurs qui étaient très bons dans le déplacement, qui étaient très pertinents dans la haute intensité courue, mais pas du tout dans la combattue, et encore une fois, qui n'étaient pas capables de pouvoir cumuler les deux sur des intensités, sur des séquences cumulées. Donc, on a essayé de travailler énormément là-dessus pour pouvoir ramener ces joueurs et dans l'intensité combattue et dans l'intensité courue pour pouvoir avoir des joueurs qui soient capables de pouvoir nous donner satisfaction sur 80 minutes. Là, on se rend compte, si vous regardez les flèches qui sont pointées, c'est notre évolution de ce tournoi 2022 où on se rend compte qu'on a un souci entre la 50e, 60e sur les distances à plus de 21, sur les distances d'accélération à plus de 2 mètres, sur les distances à plus de 90%. Je pense que pour ceux qui regardent le rugby, vous avez pu peut-être le constater sur nos retours de mi-temps contre les All Blacks, contre les Irlandais, où c'est à ce moment-là où on fait le plus de fautes, c'est à ce moment-là qu'on accumule le plus de points. On finit très fort, comme vous le voyez sur toutes les données. Donc on a pris chaque match cumulé et on a fait des séquences de 10 minutes et on a ramené toutes les données seuil, donc les données seuil que vous voyez en face de vous, les distances totales à 21 à plus de 2 mètres par seconde et 90% plus le player slow, on les a ramenés par minute, par tranche de 10 minutes. Donc ça nous permet d'avoir une vision très précise du collectif. Et encore une fois, on s'est vraiment rendu compte de ce qu'on a pu voir à l'œil, mais encore une fois, ce qui est important, c'est que la science puisse nous apporter et puisse justifier et puisse nous apporter ce qu'on voit déjà à l'œil, mais avec une pertinence et une précision plus importante. Et donc ce passage de la 50e à la 60e, au moment où les joueurs sont changés, c'est-à-dire que le 5 de devant, on est la deuxième nation à changer nos joueurs le plus tôt à l'heure actuelle sur la scène internationale. On les change à ce moment-là. Donc, c'est encore une fois une question de savoir est-ce qu'on change les joueurs un peu plus tôt? Est-ce qu'on stimule les joueurs en deuxième mi-temps sur des données un peu plus neuromusculaires, d'accélération et de haute intensité sur la stimulation sortie de mi-temps? Donc, c'est des questions qu'on se pose à l'heure actuelle pour la tournée du Japon en modifiant un petit peu peut-être notre prédictif. Comme vous l'avez pu le voir tout à l'heure sur les prédictifs que je vous ai fait voir, on a des prédictifs qui sont pendant 21 minutes non-stop de bowling play. Et notre questionnement à l'heure actuelle, c'est de pouvoir peut-être diviser ce bowling play en deux et de recréer une mi-temps, évidemment de pas une 15 minutes, mais on va essayer de recréer une mi-temps de 10 minutes pour pouvoir réutiliser les joueurs sortis de mi-temps avec un abaissement de l'intensité physique, physiologique et mentale, et pour pouvoir essayer de trouver des stimuli de réactivation plus pertinents pour que les joueurs soient capables, sur la deuxième partie de mi-temps, de pouvoir avoir une évolution positive et de pouvoir pas avoir de chute sur les données neuromusculaires au moment où on va changer les joueurs. Donc on est en pleine réflexion là-dessus pour la tournée du Japon, pour éviter de pouvoir recréer des matchs où on a ce passage à vide de 10-15 minutes en début de deuxième mi-temps. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose de prépondérant à l'heure actuelle, de pouvoir régler ce problème et de pouvoir avoir
des joueurs qui soient capables sur 80 minutes de nous apporter satisfaction sur le transfert physiologique dans le rugby. Pour finir, on le voit très bien ici sur ce tableau. Donc là, c'est le ratio donc de l'intensité courue, donc à plus de 18 km/h, donc sur une intensité qu'on a pris générale, parce qu'encore une fois, évidemment, que la haute intensité courue pour chaque joueur est différente. On ne va pas prendre un centre avec la même intensité courue qu'un pilier droit. Donc là, on a pris une haute intensité moyenne pour tout le monde, donc qui est 18 km/h, et on l'a mis en ratio avec le travail combattu, donc le player load slow avec les GPS, donc sur les 5 matchs du dernier tournoi 2022, donc par tranche de 10 minutes. On se rend bien compte que, comme je l'ai expliqué juste avant, on a cette chute de 50 à 60, vous le voyez sur la gauche de l'écran, où on est capable de maintenir ce travail de combat, et où on est très bas sur l'intensité courue à haute intensité, pardon, sur le déplacement couru à haute intensité. Et on se rend compte, par contre, ce qui est assez flagrant, c'est qu'on est capable de finir, si vous regardez la tranche de 70 à 80 minutes, on est capable de finir très fort dans les deux, que ce soit dans la haute intensité combat ou dans la haute intensité courue. Et on est capable même de finir plus fort que ce qu'on commence. Si vous regardez aussi à droite, les premières tranches de 10 minutes de chaque match, on commence moins fort que ce qu'on finit sur les 10 dernières minutes du match. Mais par contre, on a ces passages à vide, 50, 60, 30, 40 et 60, 70 sur ces intensités courues. Et ce passage de 50 à 60 minutes est vraiment inquiétant pour nous, parce qu'il faut vraiment qu'on régule ces efforts-là, ce que je vous expliquais juste avant. Et quand on regarde ce tableau, on se rend bien compte qu'on a beaucoup de satisfaction sur les fins de match, mais encore une fois, ce problème récurrent qu'on a milieu de mi-temps, enfin début de deuxième mi-temps, pardon, qu'il va falloir régler dès la tournée au Japon, et pour pouvoir être prépondérant sur les années à venir jusqu'à la Coupe du Monde du Japon. Donc voilà, j'ai essayé d'être synthétique. Encore une fois, juste pour vraiment appuyer sur le fait que toutes les données et toutes les datas utilisées sont encore une fois importantes dans le projet de jeu et sont uniquement là pour développer des qualités physiologiques qui sont transférables à l'intérieur du projet de jeu des entraîneurs. Et encore une fois, c'est pour ça que la périodisation et la programmation d'entraînement est tout le temps évolutive, et la programmation d'entraînement du tournoi 2022, évidemment, sera évolutive pour la tournée du Japon, sera évolutive pour le tournoi 2023, et on ne pourra pas refaire la même chose. Et les choix qu'on a fait en 2022 seront différents en 2023, suivant tous ces facteurs de performance que j'ai essayé de vous expliquer dans la présentation. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute, et à bientôt.